Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, nous recevons notre triple champion maison, champion dans 3 organisations de MMA, BAMA, M1 et Road FC, Monsieur Mansour Barnaoui, bilan de 19-4 et qui affronte les meilleurs aux 4 coins de la planète. Boum. Bonjour Mansour. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous aujourd'hui et le podcast ne serait pas aussi réussi sans nos exceptionnels journalistes de l'équipe. Bonjour Alessandro Pizzus. Salut. Et bonjour au taulier, Monsieur Jérôme Guillas. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et je suis Guillaume Dussault, ravi et honoré comme à chaque fois d'être avec vous aujourd'hui. Ce mois-ci, on va donc s'intéresser à Mansour Barnaoui qui a goûté à la notoriété internationale avec sa victoire lors du tournoi du Road FC, Ligue coréenne. Nous allons aussi parler UFC et la catégorie lightweight, une des plus denses de l'organisation, sinon la plus dense, sur laquelle Mansour a un œil et pour laquelle la planète MMA se passionne. KO épisode 7, c'est parti. Bien, donc Mansour Barnaoui, une carrière réussie finalement sans l'UFC, puisque Mansour, t'as gagné $1 million lors de ton dernier combat au Road FC. Bref, rappel, t'es dans l'organisation depuis 2017, t'as participé au tournoi lightweight à $1 million de l'organisation en 2018. Et en finale, t'as battu Shamil Zavorov, cousin Habib, et co-favori du tournoi. Puis tu as battu Al Sol Kwon, le champion de l'organisation. Et à quel point avoir gagné ce million a changé ta vie ? Ça en fait c'est devenu un peu plus speed à côté, derrière tout ça. Là, il a fallu construire une bonne équipe et faire un travail pour maintenir tout ça, quoi. Et plus précisément, qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as fait de cet argent ? L'investir. Déjà, je pensais à prendre une salle directement pour nous, Team Magnum, et investir. Et dans pas mal d'interviews, tu parlais justement d'acheter une maison à ta mère. Où ça en est ce projet-là ? Ah ouais, acheter une maison à ma mère, en Tunisie. Elle le veut dans son bled. Et donc ça y est, là, tu l'as acheté cette maison ? Non, pas encore, parce que c'est plus compliqué qu'on croit en fait. Et est-ce que ce projet-là, c'était vraiment, on va dire, une priorité pour toi de longue date, ou au contraire, c'était une fois que tu as eu ce million, tu t'es dit, bon bah, ça y est, je vais prendre soin de ma famille ? Ah ouais, c'est ça. Le premier truc à penser, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, je suis en démarche pour. Et comment est-ce qu'elle a vécu le fait que toi, tu fasses un sport aussi dur finalement que le MMA ? Ma mère ? Ouais. Quand j'ai commencé, en fait, je l'ai pas vraiment dit. Je le savais pas. Ok. Et elle m'a vu, elle est au courant, le jour où j'avais un combat, directement. Et aujourd'hui, on imagine que maintenant que tes combats sont diffusés partout dans le monde, elle les regarde aussi ? Non, mais elle a regardé le dernier combat quand même. Ok. Il y avait trop de pression pour elle. Et on revient quelques années en arrière. Comment est-ce que tu en es arrivé au sport de combat ? Comment est-ce que tu as découvert les sports de combat ? J'étais toujours fan, moi, des sports de combat à la télé, en regardant du Jackie Chan, Jet Li, tout ça. Et j'ai 3 petits frères qui ont à peu près mon âge. Et on s'amusait à se rentrer dedans. Et voilà. Jusqu'au jour où mon coach, c'est mon voisin. Voilà. Il a ouvert une salle, le Team Magnum, et il a pris tous les petits du quartier. Et les amis là-bas. Et ton père était champion de judo. Est-ce que ça a été aussi une source d'inspiration pour toi dans cet univers ? Aussi, parce que mon père aussi, vu qu'il était champion ceinture noire de judo, et en allant, à chaque fois, en fait, depuis tout petit, il voulait me mettre au judo, quoi. C'est ça. Et t'as refusé de faire du judo ? Non, j'ai fait 1 semaine et j'ai arrêté. Je séchais, ouais. Après, j'aimais pas, en fait. On nous apprenait à tomber et moi, c'était la base. Donc, je savais déjà faire. D'accord. Et ton père, ça l'a gêné que tu arrêtes le judo aussi rapidement ou ? Mais je lui ai pas dit. En fait, j'en fais croire que je partais au judo, mais j'y allais pas. D'accord. C'est ça. Et t'allais faire quoi, du grappling plutôt ? Non, je traînais avec mes potes au quartier, dehors. Après, c'était quelques années plus tard le grappling. Ouais. Quelques années plus tard, c'est là que ça a commencé. Ouais. Jusqu'à mon coach m'a emmené au grappling. Même ça, j'aimais pas trop à la base. Et c'est lui qui me voyait. Il sonnait soit chez moi, soit il allait me prendre au quartier. Et à force, la première compétition, c'est là où j'ai vraiment vu le monde de la compétition, en fait, et j'ai accroché. Et c'est cette compétition où tu as commencé vraiment à en faire sérieusement. Il y a eu le déclic, je vais passer, pas professionnel, mais on va dire que ça va devenir une partie importante de ma vie. C'est ça, c'était à Montrouge. Et donc là, aujourd'hui, tu restes en France, tu t'entraînes à Malakoff malgré, on va dire, tous les camps à l'étranger. Donc on pense notamment Tiger Maeta et Georges Saint-Pierre. Pourquoi ce choix de rester ici ?
Bah, c'est la famille, c'est la base. J'ai commencé ici et ça se terminera ici. Mais après, quand je vais au Tiger, c'est pour mes préparations en général, vu que je combats souvent en Asie. Et je vais aussi souvent au Tristar. Au Tristar, c'est la technique et tout ça, et je me sens bien aussi là-bas. Je suis autant là-bas comme ici, à peu près. Et donc aujourd'hui, ça te réussit énormément puisque donc t'es champion dans 3 organisations. Donc on le rappelle, Ceinture du Bama, une des plus grosses organisations européennes quand elle existait toujours. Ceinture du M1, qui est une grosse organisation russe. Et également Ceinture du Road FC, une grosse organisation asiatique. Est-ce que l'objectif pour toi aujourd'hui, c'est de collectionner tous les titres mondiaux ? Ouais, c'était un de nos plans. Ouais. On voulait prendre tous les ceintures hors UFC, et après, bien évidemment, l'UFC, mais prendre toutes les ceintures. Pour moi, un vrai champion, c'est ça. Et pas être juste champion de sa organisation. C'est un peu comme unifier les titres, quoi. Ouais, voilà. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Et être juste champion de l'UFC, pour toi, ça serait pas suffisant? Non, parce que les plus forts, ils sont pas à l'UFC pour moi. Enfin, il y en a partout, mais pas que l'UFC. Mhm. Oh, super réponse. Tu affrontes les meilleurs depuis de nombreuses années. Pourtant, tu as un bilan, on va dire, de 19-4, donc tu as connu la défaite assez tôt aussi dans ta carrière. Est-ce que quand tu entres dans la cage, il y a ce côté chaud, mais il y a aussi ce côté victoire? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, la victoire n'est pas le plus important finalement quand tu entres dans la cage? Le plus important, c'est de se faire plaisir. Enfin, moi, personnellement, je me fais plaisir en combattant, et pas quand c'est fini. Et on imagine donc que ta victoire en finale du tournoi, quand tu as réussi ce fameux genou sauté, c'était finalement la plus belle manière de finir le combat? Ouais, c'est un truc que j'ai osé. J'avais déjà testé au combat, mais je touchais pas vraiment. Et là, malgré la tête de mon adversaire, ça a bien touché. Et comme tu dis, c'est hyper important de se faire plaisir. On a presque l'impression que tu fonctionnes à l'instinct, mais dans ta carrière, est-ce que c'est la même manière ou est-ce que tu as vraiment un plan clairement défini? J'ai une stratégie. Il y a une stratégie, mais quand je combat, c'est souvent l'instinct. Je vais pas me dire je vais faire une gauche, je vais faire une droite, hypercute. Ça part comme mais ça. T'as comme un game plan, on va dire, que t'élabores avec ton coach ou C'est ça. Ouais. C'est plutôt la stratégie, mais la stratégie de base. Hein, si c'est un lutteur, on va pas partir en lutte. Si c'est un grappeur, on va rester debout. Voilà, ça. Et puis ensuite, il fait en fonction du combat. Là maintenant, Mansour, c'est le moment le plus attendu du podcast. À chaque podcast, nous avons la masterclass de Jérôme Guillas. Et là, nous allons y avoir droit pour la présentation du style Mansour Barnaoui. Jérôme, c'est à vous. J'en perds mes mots. Merci Guillaume pour ce fabuleux lancement. Le style de Mansour, alors, il vient du grappling. C'est avant tout un grappleur. Ça se voit encore dans ses combats. C'est aussi un bon striker, que je trouve moi personnellement très précis. Alors, c'est pas un gros puncher, mais un bon striker précis. Il est très bon au sol. Il a 12 victoires par soumission et 6 TKO ou KO, donc KO technique ou KO. Il a un bon menton aussi, parce qu'il a prouvé qu'il savait encaisser. Il est droitier. Il change pas trop souvent de garde. Si, dernièrement, mes 2 derniers combats, je les ai fait en gaucher. D'accord, l'intégralité. Ça, c'est une stratégie aussi. Ok. Tu t'y es mis il y a pas longtemps à ça? Pourquoi? C'était une volonté de ton coach ou c'était toi? Une volonté de mon coach. Ouais. C'est lui qui, avec la leçon, vous n'avez pas de d'ours, il a vu qu'en gaucher, j'étais plus précis, que je tapais plus fort. Moi, je l'ai pas vu. Donc, après, je l'ai écouté et c'est vrai que ça me gênait pas d'être en gaucher. Et ça t'arrive de changer en cours de combat de garde, de passer en gaucher, de repasser en droitier? Maintenant, ou... ouais. Parce que je pense qu'on ne vient pas de gaucher directement. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Je vais de la gauche et de la droite, mais plus gaucher. D'accord. Alors si je peux poursuivre cette masterclass qui n'en sera pas une aujourd'hui, je le crois très clairement. Voilà. Le style de Mansour, c'est aussi un combattant agressif qui aime bien prendre le centre de la cage, prendre le combat à son compte. Très fort au clinch aussi, et très actif au clinch, notamment en coup de poing et en coup de genou. Ah, il y a des coups de genou qui se perdent. Au corps. et coup de genou sauté aussi. Alors même si ça passe pas très souvent, en tout cas t'aimes bien le tenter. C'est un peu ta signature. Voilà, donc un combattant, je dirais complet, avec un gros cardio et assez fort sur l'anti-lutte. Il arrive bien à contrer les lutteurs, donc ça peut être un gros atout à l'UFC si d'aventure un jour il rejoint l'UFC. On va en parler dans quelques minutes. Je voulais juste, excuse-moi Guillaume, c'est juste, je regardais justement tes combats par exemple en 2013 et j'ai revu ceux il y a déjà très peu de temps, il y a 6 mois. Il y a quand même une énorme évolution, je trouve, c'est qu'avant, t'étais quand même t'avançais beaucoup et tu prenais, je trouve, à mon sens, il y a peut-être encore 3-4 ans, tu prenais vraiment beaucoup de coups, je trouve. Enfin, après, t'avais un menton exceptionnel, donc du coup, tu tombais rarement. Et là, maintenant, on sent quand même que
Alors, tu vas toujours à la bagarre, comme on dit, mais t'hésites pas à reculer de temps en temps. C'est quoi? C'est une nouvelle approche que tu as eue ces dernières années? Bah ouais, c'est comme tu as dit, l'évolution. À force de s'entraîner aussi avec des mecs qui combattent comme ça, donc notamment au Tristar, ils sont souvent comme ça. Et ils vont pas au charbon, mais c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment technique et précis. Parce que je me souviens, par exemple, j'ai revu pour pas te mentir, j'ai revu ton combat hier face à Warburton en 2013. Ah ouais. Tu prends quand même un sacré paquet de coups. Alors, tu lui en donnes beaucoup aussi, mais t'en prends quand même un sacré paquet. Ouais, pour moi, l'attaque, c'est la défense. Donc, j'allais directement, il fallait que je tape le premier. J'étais tout droit jusqu'à... Bah, c'est jusqu'à Road FC, presque. En commençant en Road FC, on savait qu'il fallait prendre aucun risque. Parce que un tournoi, il y avait des blessures. Donc, prendre le moins de coups possible et pouvoir le finir le plus vite possible. Parce que même contre Colin Fletcher, à ta première défense de titre, Obama, je crois qu'il t'envoie au tapis à un moment, juste une fois. Ouais. Alors après, justement... Mais lui m'avait cherché. Ouais. Effectivement, il t'avait bien cherché. Et tu l'avais bien terminé avec un étranglement, qui est d'ailleurs une de tes... C'est un peu ta spéciale, ça. Ouais, tu finis souvent en étranglement arrière, j'ai remarqué. Ouais, bizarrement, au combat, je suis je sais pas, avec l'étranglement arrière qui vient à l'instant. Alors qu'en temps d'entraînement, je fais de tout. Et donc il y a eu une grosse évolution dans ta carrière, comme le disait très justement Sandro. Tu as connu aussi la défaite à 4 reprises contre des tops mondiaux, donc Makhachev, Kevin Lee ou encore Gamrot. Ivan Benchinger aussi. Exactement, merci. Prochain adversaire de Saladin Parnasse au KSW la semaine prochaine. Le 7 décembre, tout à fait, Jérôme. Et si tu devais refaire un combat, lequel choisirais-tu? Ouais, tous. Mais déjà, tous ceux que j'ai perdus, il faut que je les affronte. Mais pas Evan Benchinger, parce que 66 kilos, c'était pas mon truc. Mais ouais, d'ailleurs, c'est ça, il faut que... Peut-être que je vais raffronter Sichamil. En gagnant, on va... Pour ta défense de titre au Road FC? Pour la défense de titre, ouais. Et que tu as déjà battu, donc? Avec un coup de genou sauté. Ouais, et lui. Qui est le cousin germain de Khabib. Khabib et Islam aussi. Ouais. Donc il faudrait que je prenne Khabib après et Islam aussi. Moi, c'était plutôt en fait dans tes défaites, parce que tu as perdu uniquement par décision, et j'imagine qu'il doit y avoir une certaine frustration par rapport à certaines de ces défaites, s'il y en avait une que tu pouvais, on va dire, effacer par une revanche. Et toutes. Ok. Ouais, franchement, tous ceux que j'ai affrontés, que j'ai perdus, c'était vraiment une erreur bête de ma part. Aucune stratégie. Et là, justement, j'ai arrêté d'entrer dedans. Donc c'est là où je me suis posé avec mon coach et on a fait... Je l'ai écouté, quoi. Donc tu les... C'est bien d'écouter son coach. Ouais. Très bien, c'est là qu'on progresse. Donc tu l'as dit, tu les veux tous. Tu confiais dans une interview accordée à Jérôme en février dernier que ta première défaite en compétition avait changé pas mal de choses chez toi. Chez les professionnels, ce qu'il y a eu, c'est même remise en question après chaque défaite. Ah ouais, moi quand je perds, c'est chaud. Je sors plus de chez moi pendant un mois, même un peu plus. Et carrément, une de mes défaites, où j'ai perdu 2 fois d'un coup, je suis parti voir mon coach en disant j'arrête le même. Ouais, je voulais tout arrêter. Et c'est encore ton coach qui a réussi à te remettre, on va dire, dans le sport. Là, c'était plus mes amis. T'as douté à cette période? Douter de quoi? Douter de toi? Non, Parce même que pas. c'est quand même... Non, c'est même pas un doute de moi, c'est du dégoût? le dégoût de perdre. Ouais. De perdre, ça, je sais pas, en plus, je suis rancunier, donc je m'en souviens des choses souvent. C'est pour ça que tu dis que tu as toujours envie d'affronter les 4 qui t'ont battu, tu as envie de les retrouver plus tard pour, ah ouais, mais je sais que j'ai gagné. Te venger. Ouais. C'est que là, j'ai été bêtement et je sais que si je combats comme je combats actuellement... Bah, après, il faut rappeler que tu as quand même 26 ans. 27. 27 maintenant? Ouais, ça passe vite. 27 ans, et ces défaites remontent... Il y a certaines de tes défaites, contre Kevin Lee, c'était il y a 4 ou 5 ans. Tu avais à peine 21, 22 ans, donc c'était peut-être aussi que tu manquais encore un peu d'expérience, alors que maintenant, on voit bien que tu as beaucoup changé. Et c'est aussi... tu as commencé très tôt, il faut le rappeler. Tu as commencé à ton premier combat professionnel à 18 ans. 18 ans. Donc voilà, il faut quand même le rappeler. C'est fait. Et donc, au-delà de ces changements dans le style, il y a aussi un changement de surnom. T'es passé de Tarzan à l'Afro-Samouraï. Pourquoi il y a eu ce changement? Bah, à force de combattre en Asie, les Japonais m'ont kiffé et m'ont décidé de m'appeler comme ça. Afro-Samouraï, qui est un manga que j'aime bien aussi. Et voilà, quoi. Et Tarzan, ça venait d'où, du coup? Tarzan, c'était de mon quartier. Au début, moi, quand j'étais petit, je m'amusais à faire beaucoup les parcours à la Yamakasi. Donc je montais dans tous les sens et voilà, tous les grands du quartier m'appelaient Tarzan et au combat je me suis appelé comme ça au début.
Et donc, tu as combattu aux 4 coins de la planète, dans plein d'organisations différentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres? Ah ouais, KSW, ouais. KSW, c'est une organisation comme j'ai jamais vue. Apparemment, je pense même qu'à l'UFC, il faut même pas ça. Je m'en souviens quand j'avais combattu, c'est quelques années, et 60 000 personnes déjà. Et on a débarqué directement d'en haut, en fait, du toit, du strad. On était comme comme les catcheurs quand ils viennent sur scène. C'était chaud. En termes d'ambiance, surtout? Ouais, l'ambiance, ouais. Ouais. Et en termes d'organisation? L'organisation, ils sont au top. Super. Franchement, c'est la meilleure organisation que j'ai faite qui est plus organisée, quoi. Le KSW, qui est donc la plus grosse organisation d'Europe et qui détient le record d'affluence en termes de spectateurs devant l'UFC avec 57 000, je crois, spectateurs. Bien. Aujourd'hui, donc, on est avec Mansour Barnaoui, qui est peut-être, mon cher Sandro, le meilleur lightweight au monde hors UFC. Eh ben, écoute, oui. Je pense que c'est en tout cas l'un des meilleurs lightweight, l'un des meilleurs poids légers du monde hors UFC. Hein, pour moi, c'est le meilleur. Mais en cherchant, parce qu'il faut quand même un peu chercher, il faut essayer de trouver des comparaisons. J'ai trouvé que 2 combattants capables de soutenir cette comparaison avec Mansour, qui n'a donc pas encore mis les pieds à l'UFC. Il y a l'Américain Michael Chandler, qui a été 3 fois champion des légers au Bellator, qui a un bilan de 19 victoires pour 5 défaites. Et il y a le Brésilien Patricio Freire, qui lui est à 30 victoires, 4 défaites. Et c'est lui justement le champion léger du Bellator en ce moment. Donc voilà, c'est les 2 combattants que j'ai trouvés. Mais ces 2 combattants qui ont dépassé la trentaine, ces 2 combattants un peu comme toi, qui ont un style assez complet, c'est des bons lutteurs, c'est aussi des bons strikers évidemment. Mais comme j'ai dit, ils ont dépassé la trentaine. Toi, tu n'as que 27 ans. Mais ils sont toujours au Bellator, ouais. Ils sont, oui, bien sûr, toujours au Bellator, bien sûr, ils sont toujours au Bellator. Il faudra partir du Bellator. Et toi, t'as que 27 ans et on se dit que ton pride, ce que les Américains appellent ton pride, c'est-à-dire ton âge d'or où tu vas entrer dans ta grande période où tu vas être très très fort, c'est peut-être même pas encore arrivé. Donc c'est pour ça que c'est très très impressionnant et surtout par rapport à eux, ces derniers mois, tu as montré vraiment, on a une sensation de puissance, on a l'impression que rien ne peut t'ébranler. C'est pour ça que j'étais très surpris quand tu nous as dit qu'à un moment tu as pensé arrêter le MMA parce que depuis quelques mois, quand on te voit combattre, on a l'impression que rien peut t'arrêter, que tous ceux qui sont en face de toi, tu les vires en petits gestes de main comme ça, on a l'impression que c'est assez facile, tu gagnes souvent au premier round, enfin, c'est assez impressionnant. Donc oui, aujourd'hui, Mansour Barnaoui, c'est le meilleur poids léger au monde hors UFC. Bien, donc il n'y aura pas les combats dans l'immédiat contre Chandler et Patricio Freire. Bon, on te le souhaite si c'est ce que tu veux. Mais il y a surtout l'arrivée à l'UFC, on a l'impression que c'est finalement une question de mois pour toi. Est-ce que on le sait aussi, tu as déjà refusé l'organisation? Pourquoi? Enfin, refusé, pas vraiment, mais c'est juste que j'avais meilleure proposition. Il y avait meilleure proposition pour nous. Pas ce que nous, on pensait, moi et mon équipe, et voilà quoi. Et dire non à l'UFC, qui est quand même le rêve de la plupart des combattants, est-ce que ça a été quand même un petit peu difficile? Parce qu'on peut imaginer que c'était un pari pour toi et surtout ton équipe. Ouais, je pense que tous ceux qui commencent le MMA, ils veulent tous partir à l'UFC. Et il y avait l'occasion de partir à l'UFC. Mais voilà, moi, quand je prends une décision, je suis pas vraiment seul, je suis avec mon équipe. Donc si le côté de l'équipe prend, on se fait l'équipe. Mansour, j'ai envie de te poser une question parce que c'est un sujet qui est très intéressant et je pense que tu vas très vite comprendre là où je vais en venir. Est-ce que c'est aussi pour des raisons financières que tu as dit non à l'UFC à ce moment-là? Ouais, je pense qu'une partie, ouais. Ouais. Parce que quand même, il faut rappeler que quand on est dans le top 5... on n'a pas dit non directement en fait. Nous, l'UFC, là, on veut partir. Là, maintenant, la stratégie, c'est ça. Là, j'ai un dernier combat à faire en février, normalement. Et après ça, mon coach, je vise directement l'UFC. Parce que justement, tu as pu donc gagner ce tournoi à $1 million et que quand même, financièrement, ça te donne on va dire, tu respires un peu mieux là. Parce que c'est vrai que à l'UFC, quand on n'est pas dans le top 5, on gagne pas si bien que ça sa vie. Enfin, top 5, top 10, on gagne pas si bien sa vie. Et c'est un sujet que je pense qu'il faut aborder parce que c'est pas, on gagne pas aussi facilement de l'argent à l'UFC. C'est même très compliqué depuis quelques années, depuis quelques mois même avec le nouveau contrat ESPN. On en avait déjà parlé dans les précédentes émissions. Donc c'est aussi un point important, c'est que tu as préféré dire non à l'UFC parce que tu savais qu'il y avait aussi une difficulté peut-être à gagner, enfin à bien gagner ta vie et tu as préféré assurer tes arrières. Et je pense aussi que l'âge de Mansour joue parce qu'il est encore jeune, il a encore le temps, donc il a réussi à se mettre
Alors, comme tu le dis souvent, $1 million, c'est beaucoup et peu à la fois, mais ça fait quand même plaisir, comme tu le dis, souvent. Et là, maintenant, tu as réussi à gagner ce $1 million, donc tu peux quand même penser et commencer à tourner vers l'UFC. Ouais, c'est ça. Et maintenant, la priorité pour toi, ça va être le sportif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, tu te sens prêt à signer dans l'organisation, c'est parce que c'est le challenge sportif, tu sembles avoir accompli tout ce que tu avais à accomplir du côté financier avec ce million, et puis les bourses assez lucratives au Road FC. C'est ça. En fait, c'est ça. Tout à fait. Et si tu peux choisir un combat pour tes débuts dans l'organisation, tu aimerais qui? Et on veut un nom, attention. Islam. Islam Makhachev? Ouais, mais ils vont pas me le mettre directement. Je pense que l'UFC vont commencer par des mecs assez facile. Assez facile, on va dire. Je n'osais pas le dire. Je suis là pour ça. Mais tu dis un mec assez facile, mais on sait que l'UFC aime bien tester les champions d'autres organisations pour vraiment se prouver, et prouver au monde que l'UFC c'est l'organisation numéro 1 et que finalement les autres champions ça peut être un peu compliqué. Donc tu risques d'arriver avec une cible dans le dos. Est-ce que ça, tu as une certaine appréhension? Ah ouais, il y a toujours des challenges devant. C'est ça qui est bien. Et il va y avoir l'UFC Paris à l'automne 2020. Normalement, c'est ce que Dana White a dit que l'UFC allait arriver. En attendant que le MMA soit légalisé en France. Exactement. Mais en janvier. Normalement. En janvier, pour Dana White, le président de l'UFC s'est plié. Il a annoncé Francis Ngannou en main event. L'UFC arrive à Paris, à l'Accor Hotel Arena. On y sera tous ensemble. Est-ce que pour toi, ce serait, on va dire, un rêve de combattre à Bercy? Et surtout, est-ce que c'est l'un des facteurs déterminants de cette envie de signer à l'UFC? Ouais, en vrai, c'est ça, en fait. Combattre ici, devant ses amis, sa famille, c'est ça qui est plus palpitant, je pense. Et pourtant, donc, t'es tunisien, t'as fait plusieurs demandes pour obtenir la nationalité française. Avec la légalisation prochaine du MMA, le fait que tu portes quand même les couleurs du MMA français, j'imagine que pour toi, c'est devenu crucial d'obtenir ce passeport. C'est sûr qu'avec un passeport français, c'est plus facile, mais crucial, non? Non, pas vraiment. En gros, il faut juste dire qu'en gros, t'es né à Tunis et t'es arrivé en France 15 jours après ta naissance. C'est ça. Et du coup, comme le MMA n'est pas légal en France encore aujourd'hui, tu as dû travailler à l'étranger, du coup, dans des organisations étrangères. Et donc, à chaque fois que tu as fait des demandes pour avoir un passeport français, on t'a dit oui, mais vous travaillez pas en France. C'est ça. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que, du coup, Mansour. En fait, j'ai pas de contrat français. Voilà. Et donc, du coup, Mansour n'a jamais pu avoir un passeport français pour le moment. Mais aussi, tu deviendrais donc le deuxième Tunisien à signer à l'UFC si jamais tu signes à l'UFC. Est-ce qu'il y a aussi cette opportunité d'avoir un premier UFC au Maghreb? Pour toi, est-ce que ce serait aussi un des objectifs? Un UFC au Maghreb? Ah ouais, ça serait bien. Franchement, ouais. Franchement, ça serait cool. Déjà, un UFC en Afrique, ouais c'est bien. Et donc l'UFC y travaille donc vraisemblablement dans les prochaines années. Et juste, pardon, tu fais toujours des démarches actives pour avoir la nationalité française ou tu as un peu renoncé à... Non, c'est bon, j'ai repris. Okay. D'ailleurs, j'ai vu cette information passer le 10 juillet. Tu as même été reçu à la mairie de Malakoff et tu as eu la médaille de la ville. Pour la médaille d'or de la ville. Voilà, pour ton talent sportif et ton mérite. Tu as reçu les félicitations de la maire. J'ai vu ça passer parce que j'habite pas loin de Malakoff non plus, donc j'ai vu ça. C'est très intéressant. Donc à l'UFC, il y a la fameuse catégorie lightweight qui est considérée comme une des plus denses de l'organisation, sinon l'une des plus denses au monde. Et si tu vas dans l'organisation, tu seras dans cette catégorie. Il y a les Conor McGregor, les Khabib Nurmagomedov, les Tony Ferguson, les Justin Gaethje, les Donald Cowboy Cerrone. Sandro, est-ce que pour toi c'est bien la plus impressionnante de l'UFC et sinon la plus impressionnante au monde? Moi je vais aller plus loin, je sais que Jérôme n'est pas trop d'accord, mais pour moi c'est la catégorie la plus dense de tous les temps à l'UFC en fait. Je trouve que cette catégorie est juste hallucinante quand vous voyez le top 10, même le top 15, c'est quand même assez dingue. Vous avez Khabib donc en 1, Poirier, Ferguson, McGregor, Gaethje, Cerrone, comme tu l'as dit, Cowboy, Lee, Barboza, Iaquinta. Enfin, je veux dire, il y a Makhachev qui est 15e pour l'instant parce qu'il vient d'arriver. Il n'a pas encore beaucoup d'expérience à l'UFC, mais il y a même Anthony Pettis, tu vois, j'ai même oublié de le citer. C'est juste une catégorie de fous furieux, je trouve. Il y a vraiment il y en a pour tout le monde. Il y a tous les styles. Il y a des lutteurs, il y a des strikers, il y a des showman et il y a McGregor. Enfin, il y a encore McGregor en tout cas dans le classement en tout cas. Et donc ça pourrait donner enfin, je veux dire.
tu peux regarder cette catégorie et dire attends, on va mettre celui-là contre celui-là, oh, putain, ça ferait un combat incroyable, celui-là contre celui-là aussi. On a l'impression qu'en fait, je sais pas si c'est une catégorie qui est bouchée parce que pour l'instant Khabib a tellement éclaté tous les adversaires qu'on lui a mis en face de lui qu'il y a pas vraiment de discussion sur le titre pour l'instant, mais en tout cas il y a des challengers dans tous les sens, je trouve, et surtout avec des styles différents, et c'est ça que je trouve c'est très riche dans cette catégorie. Et t'as Max Holloway qui a fait un petit passage chez les lightweight qui va revenir, et comme si cela ne suffisait pas, Mansour devrait prochainement arriver. T'as déjà combattu 2 membres du top 15, donc Islam Makhachev et Kevin Lee, avant leur arrivée à l'UFC. Toi, comment t'expliques, d'un point de vue de combattant, le fait que cette catégorie, même aussi au Bellator et dans d'autres organisations, soit aussi dense? Une médiatisation. C'est la catégorie la plus médiatisée. Il a fallu qu'une personne a été le plus médiatisé, c'était dans cette catégorie-là. Donc, Tu parles de Conor McGregor? Ouais. Ouais. Maintenant, on en parle souvent de cette catégorie-là. Mais après, 77, quand même, il y a des mecs pas mal. Et même en dessous, quand même. En fait, peut-être même plus c'est en plus le dessous. niveau, en fait. Le niveau, si... Après, ça se fait pas, mais en 70, il rencontre des mecs de 77. Bon. Franchement, c'est long. Mais non, le niveau, quand même, il est... Après, moi, je dis que c'est plus la médiatisation. C'est pour ça... Et je suis assez d'accord avec l'analyse de Mansour et pas trop avec celle de Sandro pour une fois, même si on est très souvent d'accord. La catégorie lightweight, poids léger à l'UFC était peut-être la plus dense ou la plus intéressante avant le combat entre Khabib et Conor. En fait, quand le titre était vacant. L'arrivée de Khabib et son ultra-domination a un peu changé la donne, je trouve. La catégorie est pas si folle que ça. Il a fait le ménage. Aujourd'hui, à part Ferguson, le combat qu'on a vraiment envie de voir, ou peut-être Justin Gaethje, les autres, très franchement, voilà, c'est pas ouf, quoi. Le top 10, il est pas incroyable. Le top 5, je veux bien. Et on me rajoute Makhachev, mais bon, Kevin Lee, Dan Hooker, Al Iaquinta, franchement. Je pense même que la catégorie plume, featherweight, est plus relevée et plus intéressante. Voilà. Ces propos n'engagent que toi. On remarque aussi, donc, dans les 2 adversaires que tu avais précédemment affrontés, donc Kevin Lee et Islam Makhachev, ils avaient une spécialité pour la lutte. La catégorie elle-même est dominée par des lutteurs, donc Khabib qui s'en sert énormément, Tony Ferguson qui a on va dire un gros passé de lutteur, même s'il s'en sert pas spécialement lors de ses combats, comme le faisait remarquer très justement Jérôme avant l'émission. Pour toi, est-ce que la lutte est la composante la plus importante du MMA? C'est vrai que c'est des gros lutteurs, mais non. Moi, je suis pas spécialement un lutteur. Et après, je me suis mis à bien défendre la lutte parce que j'ai rencontré beaucoup de lutteurs, notamment aussi. Et voilà. Mais la plus importante, non, je pense pas. Mais ce serait laquelle alors, la plus importante selon toi? Il n'y en a pas vraiment la plus importante. Chaque style a un autre style pour le battre, quoi. Enfin, je pense. Et le fait qu'on ait une domination toujours des lutteurs en termes de champions, parce qu'il y a Kamaru Usman qui est champion welterweight qui vient de la lutte, donc Khabib qui vient de la lutte, Daniel Cormier qui vient de la lutte, notre cher Stipe Miocic qui vient de la lutte. Pour toi, c'est quoi? C'est les règles de l'UFC qui favorisent un petit peu les lutteurs, ou tout simplement que ce sont des combattants d'exception et que c'est peut-être une coïncidence? Bonne question. Ouais, je sais pas posé cette question. Mais non, je pense pas que c'est les règles de l'UFC. C'est vrai que les lutteurs, c'est vrai que vu comme ça, ouais, les lutteurs ont un gros point de vue. Après, il n'y a pas vraiment eu de striker qui est là pour faire les lutteurs, notamment en clinch aussi. C'est vraiment beaucoup il y avait des bons strikers en clinch et John Jones. John Jones, c'est dangereux. C'est voilà. aussi pour le lutte. Ouais. Mais, Voilà. On y revient. mais qui vient également de la lutte. Et donc, Absolument. pour revenir Aussi, à la catégorie lightweight, il y a, on va dire, l'ogre Khabib Nurmagomedov, champion en titre, 28-0, 2 défenses de ceinture, donc contre Conor McGregor et Dustin Poirier en septembre dernier. Il va affronter Tony Ferguson le 18 avril prochain au Barclays Center de Brooklyn. Magnifique. Jérôme, que penses-tu de accent. cette affiche? Que du bien. C'est une affiche qu'on a envie de voir depuis très longtemps. Le combat a été reporté à 4 reprises, si je ne m'abuse, pour des problèmes de santé, de l'un puis de l'autre. De partout. Il y en a un qui a failli perdre la vie avant ce combat. C'est Khabib qui avait un problème au foie. C'est sans doute le plus gros combat de l'année quand il se fera, évidemment, avec Usman, Covington qu'on a envie de voir aussi. Mais voilà, c'est un combat qu'on attend depuis tellement longtemps, avec une brute qui domine
sans que ça soit péjoratif, hein, sa catégorie et qui, pour l'instant, a l'air invincible. Et puis un Tony Ferguson qui est un peu un style de fou furieux. On sait pas trop ce que. Une espèce de barbare voilà. Et qui, comme le dit si bien Guillaume, qui perd tous ses combats jusqu'à ce qu'il les gagne. C'est fabuleux. Il sait tout faire. La dernière fois, il a été très en difficulté face à Pettis. Il s'en sort de façon incroyable, avec des coups venus un peu d'ailleurs, notamment ses coudes qu'il arrive à sortir dans n'importe quelle situation. Ça risque d'être un combat super intéressant. Je suis pas sûr que Khabib change sa stratégie. Il n'aurait aucune raison de le faire. Il va essayer de l'amener au sol et de le dominer et de faire le ground and pound. Et peut-être que Ferguson, lui, va accepter d'aller au sol et pour faire parler son sol, son jiu-jitsu. Ça peut être super intéressant, mais voilà, je pense c'est ce qu'il avait fait par exemple contre Kevin Lee. Ça va être un gros combat et ça risque de saigner un peu. C'est ce qu'il avait fait contre Kevin Lee et c'est ce qui lui avait permis de gagner. Il est vraiment complet, ce mec. Ouais, il est plus complet qu'Khabib, ça c'est sûr. Et c'est vrai que même moi, j'aimerais bien voir ce combat-là. Ouais. Et on imagine que tu vas prendre le champion juste après. Ouais. En tout cas, c'est l'objectif pour Mansour. Il y a aussi Conor McGregor, l'ombre. Conor McGregor qui continue de planer sur cette catégorie. Il va revenir, il devait revenir. A priori, c'était acté le 18 janvier finalement. C'était acté, comme tu as dit. Exactement, c'était acté. Pour le 18 janvier à Las Vegas, ça ne se fera pas. On reparlera, évidemment, dans les prochains épisodes. Est-ce que pour toi, Mansour, après une si longue pause, est-ce que c'est rédhibitoire quand on a des ambitions si élevées d'un point de vue sportif ? Ouais, avec une longue pause comme ça atteint quand même la personne. Enfin, même consciemment, ça... On a toujours pas une crainte, mais un petit truc, quoi, qui dit « Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai perdu l'habitude ». C'est ça. Tu vois, et c'est pour ça qu'au final, on n'est pas d'accord avec Jérôme sur la catégorie lightweight, parce que regarde, Conor McGregor donc, n'a pas combattu depuis presque 2 ans. Il va revenir, et là, on est en train de se demander... Alors, apparemment, selon la rumeur, on s'orienterait vers un combat McGregor-Cerrone. Cerrone est classé numéro 6 dans cette catégorie. Et on se dit... Est-ce que c'est pas trop pour lui ? Est-ce que ça va pas être super compliqué pour lui face à un Cerrone qui a quand même beaucoup progressé ? C'est pour ça que j'appelle cette catégorie des légers un peu l'espèce de couloir de la mort, le Far West, parce que on a l'impression qu'il y a 10 000 shérifs, il y a 15 shérifs quasiment dans cette catégorie, c'est pour ça. Non. Regarde comment... Non, tu peux pas dire 15, ça. mais peut-être 6 ou 7. Et c'est déjà énorme. Il n'y a aucune catégorie à l'UFC où il y a autant de combattants qui pourraient être champions. Je suis désolé, mais dans le top 10, s'il n'y avait pas Khabib, je ne suis pas sûr que ça serait aussi simple que ça pour désigner un champion. On verra dans les prochains mois, prochaines années, puisqu'a priori, il ne reste que 2 combats à Khabib avant de prendre sa retraite. Et puis, a priori. Il y a 7 shérifs, bientôt 8 avec Mansour Barnaoui à l'UFC. Voilà, KO 7e épisode, c'est déjà terminé. Oh non, messieurs. Oui, c'est terrible. En plus, nous ne reviendrons qu'en janvier. Deuxième non. Et autre tristesse. Mansour, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcast, Google Podcast, le site l'équipe.fr et tout ce qui vous accompagne d'habitude. À la prochaine. Au revoir. Ciao. Ciao.